Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le département social du Camille. Aujourd'hui, nous avons choisi de programmer une intervention sur la réforme de l'acquisition des congés payés pendant les périodes de maladie, qui a été un véritable séisme à partir de la fin du mois de septembre 2023, et ce jusqu'à la réforme d'avril 2024. On a voulu faire un focus sur cette réforme en raison des impacts organisationnels que vous allez avoir au sein de chacune de vos structures ou au sein de chacun de vos clients pour effectivement gérer ce nouveau régime de l'acquisition des congés et surtout de la prise des congés payés. Alors, si on revient tout d'abord sur le droit antérieur qui existait dans notre droit positif en France, le Code du travail prévoyait un régime différencié pour la maladie d'une part et pour l'accident du travail et la maladie professionnelle d'autre part. Effectivement, sur l'accident du travail et la maladie professionnelle, nous avions un dispositif d'acquisition de congés payés de 30 jours ouvrables. Précision est qu'en fait, pendant tout le webinaire, nous allons effectivement raisonner sur des acquisitions et des décomptes de congés payés en jours ouvrables et pas en ouvrés, sachant que l'un est une transposition de l'autre. Donc, l'accident du travail et la maladie professionnelle, on avait une acquisition pendant la première année d'absence et au-delà, il n'y avait plus d'acquisition. Dans le cadre de la maladie, hormis dispositif de la convention collective particulier, il n'y avait pas d'acquisition de congés payés. Ça, c'était le droit français. Le droit européen, pour le coup, nous avons une directive sur le temps de travail qui, elle, prévoyait une acquisition indifférenciée, aussi bien pour l'accident du travail que pour la maladie professionnelle, de au moins 24 jours par an. C'était une garantie au niveau européen. Nous avons également la France qui a participé à la convention OIT numéro 132, la convention de l'Organisation internationale du travail, qui, elle, garantissait non pas 24 jours, mais 21 jours. Et enfin, il y a une troisième source extranationale, qui était la Charte sociale européenne, qui, elle, assurait aux salariés l'acquisition, même pendant des périodes d'absence, d'au moins 24 jours ouvrables de congés payés par période de référence. Ça, c'était l'état du droit positif avant la réforme et avant les mouvements jurisprudentiels. Or, si on reprend une frise chronologique de la jurisprudence telle qu'elle était applicable, en 2012, eh bien, il y a eu un premier séisme avec les arrêts Martinez, de mémoire, jurisprudence Martinez, qui avait garanti au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne que tout salarié avait droit à 4 semaines de congés payés, ceci même en présence d'arrêt de travail pour maladie. La jurisprudence française n'avait pas bougé, puisque le 13 mars 2013, on avait refusé aux demandeurs de faire une application des directives européennes. Et donc, la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mars 2013, maintenait sa position, prééminence du droit interne, et donc pas d'acquisition de congés payés pendant les périodes de maladie. Et séisme, 13 septembre 2023, la Cour de cassation vient opérer un revirement. Et dans ce revirement, la Cour de cassation a désormais reconnu une primauté de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui accorde ce droit au congé acquis en dépit de l'absence pour maladie. Et donc, on a une rupture à partir du 13 septembre 2023. À partir de cette date, mobilisation des organisations syndicales patronales, bien sûr des organisations syndicales également salariales, et à partir de là, il y a une discussion et il y a un débat parlementaire qui va s'ouvrir. Avec un fait marquant, entre-temps, la Cour de justice de l'Union européenne accélère sa jurisprudence. 9 novembre 2023, on vient un peu assouplir ou du moins apporter des précisions en expliquant que les États membres ont la possibilité de mettre en place des mécanismes de report limités dans le temps pour la prise des congés payés, ce qui était connu également antérieurement. Une décision du 8 février 2024, pour le coup du Conseil constitutionnel cette fois, où le Conseil constitutionnel maintient une doctrine interne en expliquant que les dispositions du Code du travail sont bien conformes aux principes constitutionnels et donc ne remet pas en cause la constitutionnalité des dispositions qui existaient en droit interne, dont le Conseil constitutionnel, au final, ne s'aligne pas, ou à tout le moins, ce n'est pas son rôle, maintient la position qui était celle de la France, qui était absence d'acquisition de congés payés. Et le 13 mars 2024,
On aura un avis du Conseil d'État sur le projet d'amendement du gouvernement, puisque le gouvernement s'est saisi du sujet à partir du moment où on a eu la décision du 13 septembre 2023 rendue par la Cour de cassation. Et effectivement, il fallait trouver un moyen de transposer enfin ces règles européennes en droit interne. 13 mars 2024, le Conseil d'État rend un avis sur le projet et nous aboutissons donc à une réforme. Alors, les sources en présence dans toute notre réflexion, ça a été bien sûr la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été déterminante, de même que la directive de 2003 sur le temps de travail et enfin la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce sont les trois sources qui vont venir modifier profondément le droit interne. Bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le voir, la loi du 22 avril 2024 a été codifiée au sein du Code du travail et l'article L 3145-5, je vous en faire la lecture parce qu'elle va être rapide, sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Donc, on a désormais la maladie professionnelle qui est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Cette loi, même si elle a été publiée au journal officiel le 24 avril 2024, a un effet rétroactif, puisqu'elle s'applique en termes de situation en cours qu'aux situations passées, sauf si, bien entendu, vous pourriez avoir un salarié ayant quitté l'entreprise, ayant engagé une instance prud'homale avec un jugement ayant l'autorité de la chose jugée. Sinon, la loi est applicable même pour les situations passées et avec un salarié qui sera en capacité de pouvoir réclamer des rappels de congés payés depuis 2009. On a un texte qui ne vise pas la suppression de la condition de 1 an pour les accidents du travail et pour la maladie professionnelle, sauf que le salarié pourrait toujours se prévaloir de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l'application de la jurisprudence européenne pour venir faire sauter cette condition, cette limite à 12 mois. On a une acquisition des congés payés qui est désormais ouverte pour tous les arrêts de travail. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que si les accidents de trajet ne sont pas visés par les textes et par la réforme, puisque les accidents de trajet suivent pour le contrat de travail le régime de l'accident du travail, le salarié en accident de trajet aura droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés acquis sur la période. Donc, il faut faire une distinction, puisque les textes visent bien un régime qui diffère selon la période d'acquisition et la période de prise. Donc, petit rappel, soit parce que la convention collective ou un accord d'entreprise est prévu une période d'acquisition ou une période de prise différente, les règles légales sont les suivantes. La période d'acquisition court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Et on a une distinction qui est faite par les textes avec la période de prise, qui, elle, s'ouvre au 1er mai de l'année N jusqu'au 30 avril de l'année N+1. Beaucoup d'entreprises, dans la pratique, sont venues accoler ces deux périodes, ce qui fait qu'on peut avoir une distorsion entre ce qu'a prévu le Code du travail actuellement dans le cadre de la réforme et la pratique des entreprises. Donc, je pense qu'il va falloir faire quand même un audit de ce qui est pratiqué au sein de chacune de vos structures pour voir s'il ne pourrait pas être opportun de venir modifier la période de prise si on a un décalage avec la période de prise qui est prévue par le Code du travail, pour que finalement on puisse avoir une pratique qui colle au texte, ce qui vous facilitera notamment le traitement de la réforme et le traitement en paye pour les salariés qui auraient été absents. À notre sens, le fait de pratiquer une période de prise différente de celle qui est prévue par le Code du travail s'analyse en un usage. Donc, ce qui voudrait dire que si vous souhaitez revenir sur la période de prise qui serait différente de celle prévue par le Code du travail, il faudrait respecter les formalités afférentes à la dénonciation de l'usage, donc informer votre comité social et économique si l'entreprise en est dotée, ensuite informer individuellement les salariés, et respecter un délai de prévenance. Alors, je pense qu'un délai de prévenance, même si rien n'est prévu par les textes, il pourrait être opportun de ne faire débuter cette nouvelle période de prise qu'à la prochaine période, sur la période suivante. Voilà. On a désormais une acquisition donc des congés payés, quelle que soit l'origine de l'arrêt de travail.
On a simplement une limitation à 2 jours par mois pour les arrêts de travail maladie, donc dans la limite de 24 jours ouvrables par période d'acquisition, soit 4 semaines par an, sauf pour les accidents du travail ou la maladie professionnelle et également les accidents de trajet, où on a une limitation à 2,5 jours ouvrables. La limite d'un an ininterrompu d'arrêt de travail pour les accidents du travail, au-delà de laquelle l'absence n'aura plus droit à congé payé, est également supprimée. Pardon. Alors, les périodes considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement sont désormais pris en compte à hauteur de 80% lorsqu'on se situe sur un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Ce n'est que l'application en paye et en termes de rémunération de la limite à 24 jours ouvrables sur la période d'acquisition. Un petit rappel, lorsque vous calculez une indemnité, soit compensatrice de congé payé, soit une indemnité de congé payé lorsqu'on a une prise de congé de payé en cours de relation de travail, on vient appliquer 2 méthodes de calcul. La méthode de calcul, la première, c'est celle de la règle du 10e. Donc, on vient calculer, on vient cumuler toutes les rémunérations perçues par le salarié au cours de la période de référence, donc qui est la période d'acquisition, et on vient appliquer une seconde méthode de calcul, à savoir la règle du maintien de salaire. On applique la plus favorable pour les salariés. Alors, attention maintenant avec cette limitation à 80% de la rémunération selon la règle du 10e dans ce cas-là. On pourrait avoir désormais une règle du maintien de salaire qui pourrait être plus favorable pour le salarié. Donc, on vous invite véritablement à effectuer à chaque fois l'application des 2 méthodes de calcul parce qu'il pourrait y avoir des bouleversements à la suite de cette réforme. Et donc, on a un texte qui est venu limiter pour les salariés qui sont toujours présents au 24 avril 2024. On nous dit vous pouvez demander des rappels de congés payés depuis 2009 si vous avez toujours un contrat de travail en cours, mais attention pour les périodes antérieures à 2024. Si le salarié a d'ores et déjà bénéficié de 25 jours ouvrables sur la période d'acquisition, donc prenons l'exemple du salarié qui aurait été absent seulement 2 mois sur la période de 12 mois, ce salarié-là n'aura pas le droit à des rappels de congés payés puisque finalement, il aura bien bénéficié de 25 jours ouvrables au titre de ses périodes de travail et il ne pourra pas prétendre à un rappel à hauteur de 4 jours de congés payés puisqu'il n'aurait été absent que 2 mois. Alors, un petit exemple pour illustrer les règles que vous a rappelé Jérémy. Donc, la règle du 80% et la règle d'acquisition. On a pris un exemple d'un salarié rémunéré à 3 000 euros par mois avec 5 mois de période. Il travaille 5 mois sur période de référence et il a des absences de 4 mois et 3 mois respectivement pour arrêt maladie et pour arrêt maladie professionnelle ou arrêt de travail professionnel pour ATP. Et vous voyez dans aussi bien l'impact sur la rémunération que sur le nombre de jours de congé. Vous voyez que les acquisitions à 2 jours et demi sont réduites à 2 jours sur les périodes d'arrêt maladie et le salaire de référence qui sera utilisé pour le calcul des indemnités de congés payés de 3 000 euros va être ramené à 2 400 euros puisque nous allons lui opérer une réfaction de 20% qui est corrélativement la même qui existe entre une acquisition de 30 jours ouvrables de congés payés en temps normal et sans absence, ramenée à 24 jours dans les limites de l'assimilation qui a été rappelée précédemment. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir un double impact, non seulement sur le nombre de jours de congés payés acquis, mais également un impact sur la rémunération servant de référence. Donc, ce petit tableau vous permet d'illustrer les 2 règles qui se cumulent. Alors, 2 règles vont en plus se rajouter, mais qui étaient déjà connues dans le Code du travail. La première règle, c'est la règle de l'arrondi. La règle de l'arrondi, c'est une règle selon laquelle, lorsque vous déterminez le nombre de congés payés, le nombre de jours ouvrables ne sera pas décimal et il sera toujours porté à l'entier supérieur lorsque vous allez effectivement opérer le total des jours de congés payés acquis par un salarié. Donc cette règle de l'arrondi est importante et va impacter également les calculs que vous allez devoir opérer dans le cadre de cette réforme. Et il y a un deuxième point, c'est le principe de l'équivalence. Vous ne pouvez pas raisonner par mois entier d'activité puisque l'acquisition s'opère par bloc de 4 semaines de travail.
ou 24 jours ouvrables. Votre régime d'équivalence, donc, il impacte 2 points. C'est non seulement un salarié qui est présent pendant 4 semaines ou dans la détermination de ses congés, on prend 4 semaines de référence, il aura droit au nombre de jours de congés payés plein. Et de la même manière, on va appliquer la même règle pour les 24 jours. Un petit tableau ici sur cette slide vous permet de voir que 1 mois, c'est 4 semaines et c'est 24 jours. Et c'est 2,5 jours ouvrables normalement acquis de congés payés, arrondi le moment venu à 3 jours. Et vous voyez au cours des 12 mois cette règle évoluer en fonction du nombre de jours ouvrables, en fonction du nombre de blocs de 4 semaines, qui vous amène ainsi à 30 jours ouvrables, c'est-à-dire le nombre de jours maximum pour un salarié présent pendant toute la période d'acquisition, c'est-à-dire au 1er juin, 31 mai. Donc, ces deux principes-là, l'arrondi et l'équivalence, vont avoir un impact important. Puisque lorsque nous allons venir calculer le nombre de jours de congés acquis avec des périodes d'absence pour maladie non professionnelle, vous le voyez, au début, le nombre de mois d'absence d'un salarié va être sans impact sur le nombre de jours d'acquis au titre des congés payés, puisque un mois d'absence va toujours permettre à un salarié de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés. Ceci en raison de la règle d'équivalence par paquet de 4 semaines de travail. De 2 à 3 mois d'absence, vous verrez que l'on aura désormais une réfaction seulement d'1 jour, etc. Ceci jusqu'à arriver à 12 mois d'absence, où les 12 mois d'absence, eux, vont venir seulement permettre à un salarié d'avoir 24 jours de congés payés acquis. Bon, cette règle de l'équivalence peut être un peu piégeuse, à laquelle on ne pense pas, puisque beaucoup d'entreprises, des cabinets d'expertise comptable connectés ce matin, non, mais les entreprises, il y en a un certain nombre qui commettaient l'écueil de raisonner par mois d'activité. Attention, cette règle d'équivalence, vous voyez au final que la durée de maladie, ici, va avoir un impact qui va simplement impacter de 30 jours à 24 jours, c'est-à-dire 6 jours de réfaction sur le nombre de jours de congés payés en fonction de la durée de l'absence. Et on peut avoir la même logique sur le nombre de semaines qui est ici à droite pour pouvoir déterminer les paquets de 4 semaines. Une nouvelle obligation est mise à la charge des employeurs, à savoir une obligation d'information au retour du salarié lorsqu'il y a eu une période d'absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Le texte, c'est le Code du travail à l'article L3141-19, vous verrez les tirés suivants. Alors, dès le retour du salarié de son arrêt de travail, peu importe sa durée et son origine, ce qui fait qu'on peut avoir des absences de très courte durée qui mettent à votre charge l'obligation d'informer le salarié. L'employeur l'informe. Dans le mois qui suit, on a un délai impératif d'1 mois, tout en sachant que les textes ne nous donnent pas la sanction. On nous dit simplement qu'on a une obligation d'informer le salarié dans le délai d'1 mois. Quid de cette absence d'information? Est-ce que si on dépasse le délai d'1 mois, on vient faire courir un délai de report à partir de la date où on a effectivement informé le salarié, ou est-ce que si on a raté le coche et on a laissé passer ce délai d'1 mois, est-ce que pour autant on peut venir corriger et véritablement faire recourir ce délai de 15 mois? La jurisprudence nous éclairera sur la question, mais ce qui fait qu'il faut être très attentif lorsqu'on pratique le décalage de paye. Pourquoi? Parce que le texte prévoit que l'information peut se faire notamment au moyen du bulletin de paye. Sauf que vous pouvez avoir un salarié qui finalement reprend ses fonctions, prenons l'exemple, le 1er du mois de juin. Si finalement le bulletin de salaire ne lui est délivré que le 5 juillet parce qu'on a un décalage de paye, on ne respectera pas le délai d'1 mois. Donc, il faut faire attention aux pratiques internes, puisque si on n'a pas véritablement une échéance de paye à 1 mois ou moins, il va falloir peut-être créer un document annexe, un document d'information du salarié qu'on lui remettra en main propre ou qu'on lui remettra par un moyen nous permettant de conférer date certaine, puisque ça sera à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié a bien été informé dans le délai d'1 mois. Quelles informations doivent figurer dans cette note? On doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose, de la date à laquelle ces jours de congé peuvent être pris, et ce n'est qu'à la condition que ces informations-là aient été portées à la connaissance du salarié que le délai de report de 15 mois ne commencera à courir.
Attention, parce que qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si un salarié a été absent sur plusieurs périodes d'acquisition différentes, finalement, vous allez devoir décomposer et faire apparaître très clairement sur ce document-là quels congés payés ont été acquis sur une période déterminée et pour chacune des périodes, le délai de prise maximum et le délai à laquelle s'achèvera la période de report. Donc, il faudra être très précis dans ce document. On pourra vous accompagner, le cas échéant, pour construire ce document-là et pour vérifier la bonne application des règles de report et des règles d'acquisition des congés payés dans le cadre de la réforme. On a donc une période de report de 15 mois qui a été créée par la jurisprudence. Donc les salariés qui se trouvent dans l'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période de prise de congé toute ou partie des congés payés qu'il a acquis bénéficient d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Le Code du travail nous permet de venir négocier sur ce délai de report, mais malheureusement, on ne pourra pas réduire, quand bien même on aurait des interlocuteurs qui seraient prêts à conclure un accord d'entreprise pour venir réduire ce délai-là. La possibilité ne nous est pas offerte. On pourra simplement négocier une période de report excédant les 15 mois. Donc, à notre sens, très peu d'intérêt d'aller négocier sur ce sujet. La période de report débute donc à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés payés ont été acquis, donc c'est-à-dire au 31 mai. Si à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an en raison de la maladie ou de l'accident. Donc il y a bien une distinction qui est faite si au moment de la fin de la période d'acquisition, donc au 31 mai, on a un salarié qui est absent depuis moins d'1 an ou plus d'1 an. Le salarié qui reprend le travail avant l'expiration de la période de report suspend le délai de 15 mois jusqu'à ce qu'il ait été informé par son employeur du nombre de jours de congé dont il dispose. On vous donne un exemple sur la slide suivante, celui du départ de la période de report d'un salarié qui est absent depuis moins d'1 an. Donc, comme vous pouvez le voir, période d'acquisition 1er juin 2024, 31 mai 2025. On aura un début de la période de report qui ne commencera à courir qu'à compter du moment où on aura véritablement informé le salarié, donc des informations que je viens d'égrainer, et c'est cette information-là qui viendra faire recourir le délai de 15 mois qui est prévu par les textes. On a ensuite l'exemple du salarié qui, lui, est absent depuis 1 an ou plus. Donc, 1er juin 2024, nous avons un exemple, début de la période d'acquisition des congés payés. Le salarié est absent sur toute la période d'acquisition, puisque vous pouvez le voir, il est absent de juin 2024 à mai 2025. Les textes ont prévu un cas différent, c'est-à-dire que la période de report va débuter au 31 mai 2025, qui est la fin de la période d'acquisition des congés payés. Si le salarié retourne dans l'entreprise en janvier 2026, c'est-à-dire avant la fin de la période de prise, on a une suspension du délai de report. Donc, vous pouvez le voir, ce n'est qu'à partir du moment où on l'aura informé du nombre de jours de congés payés reportés et du délai pendant lequel, dont il disposera pour prendre ses congés payés, qu'on fera débuter le délai de 15 mois. Ce qui fait qu'on a un décalage, puisque normalement la période aurait dû se terminer à la fin du mois d'août 2026, mais le fait qu'on ait porté à sa connaissance le nombre de jours de report qu'un mois après fait qu'on aura un décalage à septembre 2026 de la fin de période de report des congés payés. Donc attention à bien distinguer les problématiques et la durée des absences, sachant que vous pouvez avoir un salarié qui aura été absent plus d'1 an lorsque vous prenez la durée de ses arrêts de travail, mais qui finalement aurait été absent moins d'1 an sur une certaine période d'acquisition des congés payés et potentiellement plus d'1 an sur la période suivante. Il faudra bien distinguer à chaque fois pour que dans le document d'information, on ait des informations très précises. Le salarié, donc c'est ce que je vais vous expliquer, qui a été absent sur 2 périodes d'acquisition différentes. On donne un exemple, janvier 2024, mai 2024, le salarié est placé en arrêt de travail. Ce qui fait qu'à la fin de la période d'acquisition, donc au 31 mai 2024, il aura été absent moins d'1 an. La période de report ne débutera donc qu'à partir du moment où on l'aura informé par le biais du document d'information, alors que pour la période suivante, quand bien même il aurait été absent toute la période, on aura une
un délai de report qui débutera au 31 mai 2025, puisqu'il aura été absent toute la période, et donc c'est bien le délai, la fin de la période d'acquisition qui fera courir notre délai de 15 mois. Donc, vous pouvez voir à la lecture de cet exemple qu'on peut avoir des situations différentes et finalement des droits à congés payés acquis antérieurement à une période d'acquisition suivante qui conduirait à ce que ces jours-là soient reportés ultérieurement. Voilà, donc attention, il va y avoir une gymnastique à effectuer dans le cadre de l'appréciation de ces règles de report. Alors, l'important, c'est que vous n'allez plus pouvoir gérer les congés payés tels qu'on les connaissait, c'est-à-dire l'articulation que l'on avait au bas des bulletins de salaire, l'exercice N, N-1, et au final, en fin de période d'acquisition, les reliquats remontés dans la période des congés à prendre. Ça, c'est terminé. Vous ne pouvez plus tenir les congés payés de cette manière-là. Ce qui veut dire que vous allez avoir l'obligation, pour répondre à cette réforme, de mettre en place des documents de suivi, millésime par millésime d'acquisition, millésime par millésime de prise, pour savoir à chaque fois quels sont les reliquats, les périodes de report, les dates butoirs de report. Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus avoir une gestion uniformisée pour l'ensemble des salariés. Vous allez devoir tenir des décomptes précis, individuels, datés, avec quasiment des balances âgées pour être en capacité de pouvoir suivre cette réforme. Donc, il y a une vraie révolution, je pense, dans les cabinets d'expertise comptable pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir tenir ces compteurs-là, salarié par salarié, période de référence d'acquisition, période de référence de prise différentes, pour pouvoir répondre à la réforme. Est-ce que les logiciels de paie vont se saisir du sujet et vont aménager le contenu même des paramétrages? Est-ce que ce seront aux entreprises de devoir adapter les outils qu'ils utilisent de façon à pouvoir répondre à la réforme? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir bouleverser vos pratiques sur le point. Alors, la période de report des 15 mois, Jérémy le rappelait tout à l'heure, on le rappelle ici, l'accord d'entreprise peut effectivement venir négocier ces points-là, sauf que ce sera toujours dans un sens beaucoup plus favorable. Le délai de 15 mois de report, c'est un délai socle. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui aient envie de négocier des délais de report plus longs du moins, et impossibilité totale de pouvoir réduire ou prévoir des points de délai différents. Nous sommes sur des dispositions ici d'ordre public. Alors les délais d'action, malheureusement, et ça je pense que c'est la plus grosse bouche froide de la réforme, c'est l'application rétroactive au 1er décembre 2009. Et ceci constitue, à mon sens, une énorme incertitude, puisque on remonte au 1er décembre 2009, qui est la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, donc traité européen, qui a donné un effet direct à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et ça, c'est une catastrophe, parce que ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir des salariés en poste notamment, qui vont pouvoir venir vous demander des reconstitutions des droits à congés payés. Pour toute cette période-là, on parle quand même quasiment de 15 ans d'arriérés, ce qui est quand même particulièrement dangereux, surtout pour des salariés qui auraient pu connaître des périodes de longue absence pendant ces 15 ans. L'exception, c'est seulement les décisions de justice qui sont passées en force soit jugées, donc ce qui veut dire qu'elles sont totalement définitives, ou l'exception, ce serait des dispositions conventionnelles qui auraient été plus favorables sur le passé. Ne sont en revanche pas concernées par la nouvelle loi les périodes d'absence pour arrêt de travail professionnel, c'est-à-dire pour accident du travail ou par maladie professionnelle, qui ont été supérieures à 1 an. Ce sera seulement sur la maladie sur laquelle vous aurez ces reconstitutions. Nous restons quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, assez réservés sur le contentieux, sachant que dans le cadre d'un contentieux, on pourrait avoir et voir fleurir toute une argumentation qui concerne au final l'application des dispositions européennes, l'application de la jurisprudence européenne et au final rebattre les cartes ici également pour le sujet de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Nous sommes face à de vraies insécurités juridiques.
J'ai trouvé personnellement les partenaires sociaux, notamment les organisations patronales, assez molles sur le sujet. La loi a été adoptée. Il n'y a même pas eu de déferment de la loi devant le Conseil constitutionnel, donc ce qui veut dire qu'en l'état, il n'y a pas eu d'examen. Certes, il y a eu la décision de février 2024, mais peut-être que le Conseil constitutionnel aurait une autre appréciation de cette insécurité juridique qui a été instaurée. Alors, est-ce que dans le cas des contentieux, il y aura des QPC? Question prioritaire de constitutionnalité, ce sera un sujet à suivre et on en reparlera à la fin sur le et après. Dans le délai pour agir, le salarié qui est présent dans votre entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 24 avril 2024, il aura 2 ans pour agir sous peine de forclusion. Donc, il aura au final jusqu'au 23 avril 2026 à minuit pour intenter des actions, pour notamment obtenir le reversement de ses compteurs de congés payés. En revanche, situation différente pour le salarié qui n'est plus présent dans l'entreprise. Lui, vous aurez un délai de 3 ans de prescription qui s'appliquera pour lui. Alors, délai de 3 ans, ce sera un délai de 3 ans au plus tard à compter de la rupture qui permettra au salarié de remonter au plus tard sur 3 années précédant la rupture. Donc, ce qui veut dire qu'au final, vous avez encore 6 années au total mis bout en bout d'incertitudes pendant lesquelles vous pourriez avoir un certain nombre de revendications sur les périodes antérieures ou à tout le moins à compter de la rupture du contrat de travail. Vous avez un exemple ici et plutôt une frise chronologique qui vous permet de pouvoir poser les dates. Donc 1er décembre 2009, traité de Lisbonne. Un salarié qui sortirait le 16 avril 2023, il va être recevable effectivement à reculer, par exemple s'il a eu des arrêts au travail en 2013, il va revenir jusqu'en 2013 pour pouvoir obtenir des reconstitutions de ses droits à congés payés. S'il saisit en février 2024, il va pouvoir, pour des arrêts de travail, par exemple pour de janvier 2022 à mai 2022, il va pouvoir totalement venir faire toutes les réclamations qu'il souhaite. Donc, on a une vraie insécurité et surtout une vraie incertitude sur la portée et sur l'étendue du contentieux et sur l'étendue du passif social. On est en période de clôture, ou plutôt les clôtures comptables sont terminées. Est-ce qu'il fallait passer des provisions, etc. Ce sera le sujet de discussion. Alors, la question qui se pose, c'est le et après. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce référent? Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir incrémenter tous les compteurs de congés payés au fur et à mesure des absences des salariés. Là, immédiatement, on ne peut absolument pas discuter pour toute la période qui se passe à partir de la promulgation de la loi et de son adoption, c'est-à-dire le 24 avril 2024. Là, il n'y a plus aucune incertitude. À mon sens, c'est peine perdue de discuter dans le cadre des contentieux de l'application ou pas d'application de cette loi-là. La réforme est claire, elle n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel, n'a pas été déférée. Donc, en notre sens, il n'y a pas de sujet. Et je pense que, sauf à se discréditer vis-à-vis des juridictions, je pense que tous les débats juridiques que les avocats pourraient se plaire à développer, je pense que ce sera assez inefficace. Sauf à produire, dans le cas d'une instance, un mémoire visant à la question prioritaire de constitutionnalité. Donc, je rappelle que vous êtes devant une juridiction prud'homale généralement, conseil de prud'homme. Vous allez évoquer l'inconstitutionnalité de la loi. Il va y avoir un examen par le Conseil qui va en référer à la Cour de cassation, qui va apprécier si oui ou non le recours semble être fondé. Et dans ce cas-là, vos conseils plaideront devant le Conseil constitutionnel. C'est pas habituel comme recours, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y a matière à inconstitutionnalité de la loi. Ce qui est certain, c'est qu'en l'état, ce n'est pas soulevé. Et il y a peu de conseils de prud'homme qui vont avoir, je pense, la capacité à analyser une QPC. Peut-être le verra-t-on dans les grandes villes, mais ce qui est certain, c'est qu'en l'état, il n'y en a pas, à ma connaissance, d'introduit. Alors, vous allez être confronté à plusieurs questionnements. Le premier, c'est est-ce qu'on pratique une régularisation massive de tous les salariés? Donc, ce qui veut dire que l'on prend la situation déjà de tous les salariés en poste et on reconstitue les périodes de congés payés qui auraient dû être acquises pendant les périodes de maladie, non pas pour rater puisque ça a été limité toujours à 1 an, pour maladie, ceci depuis le 1er décembre 2009. En fonction de la taille de l'entreprise, je pense que les conséquences financières peuvent être importantes, voire même peut-être pour certaines dramatiques.
surtout pour les entreprises qui ont de très forts effectifs. Donc, la régularisation systématique, elle sera peut-être demandée par vos représentants du personnel, peut-être que le sujet sera évoqué dans les réunions de CSE, et je sais que parmi vous, un certain nombre de participants ont déjà ce sujet-là. La régularisation massive systématique, ça sera un choix d'entreprise pour savoir si oui ou non on y procède. Je pense qu'en l'état, il vaut mieux peut-être envisager de gérer au cas par cas les réclamations de salariés de façon tout à fait égoïste du côté de l'employeur. Peut-être que la solution, ce sera effectivement d'envisager ou d'espérer qu'un certain nombre de salariés passeront entre les mailles du filet. Donc la régularisation systématique, je ne pense pas. La régularisation à la demande, en revanche, oui. Et est-ce que vous allez avoir la possibilité de lutter? Clairement, non, sauf à vouloir créer un contentieux avec tous les développements que l'on souhaiterait. Qu'est-ce qui se passe du côté du contentieux? Nous avons des demandes en référé. Le référé, je vous rappelle, ne traite que les sujets de l'évidence ou de l'urgence. Donc, ce qui veut dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'une demande de régularisation d'un salarié se heurte à une contestation sérieuse? Je crains que non. On aura beau avoir, dans le cadre d'un contentieux, essayer de développer toute une argumentation juridique très poussée à la lumière de la jurisprudence, l'esprit des textes, l'esprit des directives européennes. Je crains que ce soit du temps perdu, sauf à viser la QPC, et au final, où nous allons exposer les entreprises à des condamnations au titre de l'article 700, et je ne pense pas que ce soit une bonne option, d'autant que je crains que les juridictions aient la main lourde sur l'article 700 lorsque les avocats des employeurs vont venir essayer de contester la loi du 23 avril 2024. Donc en référé, ce qui est certain, c'est que je crains qu'il y ait un caractère automatique et un caractère un peu couperet de la condamnation au titre de l'article 700. Il va y avoir des actions au fond. Et généralement, ce sont des demandes qui vont être présentées en périphérie d'un contentieux, par exemple sur la rupture du contrat. On le sait, le barème Macron a créé, au final, a engendré toute une source de contentieux hors rupture, puisque la rupture est barémisée. Aujourd'hui, les demandes phares, ce sont les heures supplémentaires, les annulations de forfait jour. Et là, maintenant, on a une nouvelle boîte de Pandore qui sera la demande des congés payés. Alors, il y aura un moyen peut-être de lutter au moins temporairement. Ce sera dans le cadre d'une instance prud'homale où vous voyez fleurir une demande au titre des congés payés. Cette demande du titre de congés payés demandée en cours d'instance, à notre sens, ça constitue une demande totalement nouvelle. Elle est totalement déconnectée de l'objet initial, puisque pour le coup, beaucoup d'instances étaient en cours avant les arrêts de 2023 qui ont opéré le revirement de jurisprudence au niveau de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ou dans tous les cas qui étaient en cours à la date de promulgation de la réforme. Il va falloir effectivement lutter contre ces demandes en expliquant qu'elles sont nouvelles. Donc, ce qui veut dire que normalement, un salarié doit ressaisir le conseil de prud'homme passant par la voie de la conciliation pour présenter cette demande nouvelle. De même, la position est exactement la même devant la Cour d'appel. Et peut-être que ceci vous permettra de gratter un certain nombre de mois, voire peut-être années de prescription et ainsi réduire l'ampleur du passif sur ce point-là. Et à partir du moment où on a une condamnation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à partir du moment où on a une condamnation, va se poser la question de la responsabilité de l'État. Parce que, n'oublions pas, entre 2009, l'entrée en vigueur, ou plutôt le caractère contraignant de la charte avec le traité de Lisbonne, et 2024, il s'est quand même écoulé 15 années pendant lesquelles l'État n'a pas transposé. Et en revanche, les entreprises ont appliqué la position interne, le Code du travail tel qu'il était dans sa rédaction avant la réforme, et la jurisprudence avec une Cour de cassation, 2013 notamment, qui nous disait prééminence des dispositions nationales, vous n'avez pas d'assimilation, hormis convention collective particulière, vous n'assimilez pas la période de maladie non professionnelle à de la présence effective pour pouvoir déterminer les droits à congés payés. Sauf que, maintenant, est-ce que nous allons pouvoir agir en responsabilité contre l'État? Alors, pour moi, il y a un certain nombre d'incertitudes, mais nous sommes en train d'y réfléchir lorsqu'on aura les premières condamnations, de savoir si oui ou non nous pouvons agir en responsabilité. Au final,
Il s'agit de donner un droit aux salariés dont il aurait dû bénéficier depuis 2009. Très bien. Est-ce que nous pourrions donc demander à l'État, dans le cas d'un contentieux en responsabilité, la prise en charge de l'intégralité des droits à congés payés dont les salariés vont bénéficier dans le cadre du contentieux? Je ne pense pas. En revanche, ça a tout un tas d'implications comptables et financières. Si vous aviez eu une provision pour congés payés un certain nombre d'années, vous auriez eu peut-être de l'impôt sur les sociétés en moins, vous auriez peut-être pu avoir un résultat inférieur. Et donc, c'est toute cette indemnisation peut-être qu'on pourrait aller chercher. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, nous ne parviendrons pas à obtenir une indemnisation à l'euro près des condamnations qui seront prononcées par un conseil de prud'homme. Donc, au final, le propos est un peu pessimiste, parce qu'en référé, je pense que la contestation sérieuse, elle sera écartée, et là, le risque au titre de l'article 700 important. Dans le cadre des contentieux, au fond, sauf à avoir des velléités de vrais juristes qui seraient d'aller discuter devant le Conseil constitutionnel, le risque de condamnation est important. Notre Conseil, en l'état, sans parler des dossiers individuels, régularisation massive, immédiate de toutes les situations des salariés en poste, non. Régularisation des situations à la demande, oui. Régularisation dans le cadre des contentieux, clairement, si on peut éviter le contentieux sur ces points-là, je pense que ce sera la voie la plus sage, ne serait-ce pour éviter les condamnations à des frais irrépétibles. Voilà ce qu'on peut vous présenter donc sur cette réforme qui est un véritable séisme, qui va coûter particulièrement cher aux entreprises. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont d'ores et déjà évalué le passif social, qui est assez conséquent. Et je pense que pour beaucoup se pose peut-être la question de l'impossibilité de pouvoir rétablir l'ensemble des droits, parce qu'il va falloir, le moment venu, lorsqu'il y aura la prise des congés payés, et la nécessité de pouvoir purger les compteurs, des entreprises qui seront soit en incapacité de faire face sur un plan financier, soit en termes d'absence des salariés, parce que vous allez perdre de la production, et au final, l'impact va être particulièrement lourd. On va prendre quelques questions. Jérémy? Oui, on a une question autour du fait de savoir si les congés payés d'ancienneté viennent s'acquérir de la même manière que les 30 jours ouvrables qui sont prévus par les textes. Alors, un État, sauf disposition conventionnelle qui viendrait assimiler l'acquisition de ces congés payés d'ancienneté aux jours de congés payés prévus par le Code du travail, la réponse est non. On n'a pas pour le moment de codification sur ce point-là qui viendrait venir faire acquérir des congés payés d'ancienneté de la même manière. Donc, vous pourrez continuer à appliquer la maladie telle que vous l'appliquiez avant sur ces jours de congés payés d'ancienneté. Mais ce qui peut amener à évoquer un point, c'est qu'il va falloir faire très attention. Alors, ça dépasse le cadre des congés payés, mais dans le cadre, par exemple, d'un accord d'entreprise, faire attention à la rédaction. On a tendance parfois à dire qu'on proratise le montant des primes, le montant de jours de repos supplémentaires par rapport à l'assimilation à du temps de travail effectif vis-à-vis des congés payés. Donc, attention là-dessus, puisque désormais, si vous prévoyez ce cas-là, vous pourriez, en fait, sans le vouloir, venir assimiler des périodes de maladie à du temps de travail effectif, puisque le salarié pourra se prévaloir en disant, mais écoutez, c'est peut-être de la maladie, mais finalement, le Code du travail prévoit que c'est une assimilation à du temps de travail effectif, donc vous n'avez pas le droit de me privatiser la prime. Donc, il faudra être vigilant dans le cadre de la rédaction d'accords à venir. Voilà. Question suivante. Si nous avons acheté un fonds de commerce durant cette période, est-ce que l'on peut activer la GAP? Déjà, dans le cas d'une acquisition de fonds de commerce, il n'y a pas de garantie d'actifs et de passifs. Ça ne vaudra que si vous avez acheté des titres de société. Donc, sur le fonds de commerce, je vous rappelle que lorsque vous achetez un fonds de commerce, nous appliquons les dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, l'ancien article L122-12. Il y a un transfert du contrat, il est automatique. L'article L1224-2 prévoit un mécanisme particulier de recours contre le vendeur.
sachant que la demande va être exercée contre l'employeur, c'est-à-dire celui qui a fait l'acquisition du fonds de commerce, quitte à lui, sauf à ce que ce soit prévu différemment dans l'acte de cession du fonds de commerce, la capacité de pouvoir exercer ce qu'on appelle une action récursoire pour obtenir le paiement des condamnations. En revanche, sur le point particulier des gaps, à mon sens, lorsque nous faisons l'évaluation de la gap et lorsque nous avons fait l'acquisition de titres de société, eh bien, en réalité, le risque n'était pas existant en ce moment-là. Au moment de l'acquisition, si vous avez acheté par exemple en 2021 ou 2022, l'état du droit, c'était absence d'assimilation des périodes de maladie non professionnelle à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés. Quelle est la conséquence? C'est qu'à mon sens, les garanties d'actifs et de passifs, sauf rédaction particulière, dans la mesure où on ne pouvait pas connaître le risque au moment de la cession, elles ne s'appliqueront pas. Donc ce sera malheureusement pour le nouvel employeur à régler ce point-là. En revanche, pour toutes les garanties d'actifs et de passifs qui vont être rédigées maintenant, il va falloir se poser la question de savoir comment est-ce qu'on la rédige par rapport à ce risque prud'homal antérieur qui peut remonter jusqu'en 2009. Se pose la question de savoir est-ce qu'on doit régulariser depuis 2009 dans le cadre de l'établissement d'un solde de tout compte. Alors, si on raisonne par pur opportunisme, j'ai tendance à répondre non. Pourquoi? Parce que si on établit un solde de tout compte, c'est que le salarié quitte l'entreprise. Donc on est dans le cadre de la rupture du contrat de travail. Imaginons qu'une semaine après, il saisisse le conseil de prud'homme pour faire valoir des réclamations au titre des congés payés, mais finalement, il ne pourra réclamer que les 3 années qui précèdent la rupture du contrat de travail. Donc, il ne pourra pas nous réclamer des congés payés jusqu'en 2009. Donc, j'aurais tendance à répondre non, puisque finalement, le fait d'établir un solde de tout compte nous protège d'une réclamation sur les périodes antérieures aux 3 dernières années. Et un point important sur le solde de tout compte. Le solde de tout compte est trop souvent négligé. Un solde de tout compte signé, c'est un effet libératoire. S'il n'y a pas de contestation par courrier dans les 6 mois ou s'il n'y a pas eu de saisine prud'homale sur des éléments du solde de tout compte dans ce délai. Donc, ce qu'il va falloir, à mon sens, remettre au centre de la rupture du contrat de travail la signature du solde de tout compte. Alors, bien sûr, pas le solde de tout compte signé en mettant sous réserve de mes droits. En revanche, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Parce qu'on nous dit, le solde de tout compte est libératoire pour les sommes dont il mentionne la nature. Il y aura toujours une indemnité de congé payé, compensatrice de congé payé dans le cadre d'un solde de tout compte signé. Donc peut-être un effet libératoire, donc peut-être au final l'incapacité pour un salarié derrière de pouvoir réclamer les arriérés, notamment jusqu'en 2009. Donc les entreprises, et je sais qu'il y en a certaines qui ne le pratiquent pas, qui ne font pas signer le solde de tout compte, qui ne l'établissent pas ce montant du bulletin de salaire, exit. Il faut absolument arrêter cette pratique-là. Deuxième chose, il faut arrêter à mon sens, d'envoyer ça par courrier, parce que le salarié ne retourne jamais le solde de tout compte signé. Donc peut-être que parmi les axes de défense et parmi les axes d'attaque et de riposte des employeurs, l'objectif c'est solde de tout compte signé, objectif 100% ou presque. Parce qu'il y aura un certain nombre de salariés qui ne contesteront pas dans le délai de 6 mois. Et ce sera autant de cas gagnés sur ce point-là. Donc, le solde de tout compte, remettez-le au centre de vos préoccupations. Faites signer les soldes de tout compte lorsque le salarié vient récupérer l'attestation pour l'emploi. Une précision à ce sujet, parce qu'il y a un certain nombre de participants avec qui nous avons régulièrement la discussion. Le solde de tout compte, l'attestation pour l'emploi et le certificat de travail, ça se délivre au maximum dans les 8 jours de la rupture. Alors, je sais que les cabinets d'expertise comptable ont des problématiques pour pouvoir l'établir, des problématiques de date de DSN, sauf que la jurisprudence est claire. À partir de 8 jours, l'employeur est responsable des préjudices qu'il cause à son salarié en raison du retard de délivrance des documents de fin de contrat. Donc, 1, on délivre vite, et 2, on fait signer les salariés. Oui. Comment réagir sur les arrêts maladie depuis plus de 2 ans? Il va falloir appliquer la réforme. Il va falloir vérifier, parce que l'arrêt maladie de plus de 2 ans, il va falloir vérifier si on est sur 2 périodes d'acquisition complète. Est-ce qu'on est potentiellement sur un morceau de période d'acquisition qui finalement est inférieur à 1 an, puis sur une absence de maladie totale sur la période d'acquisition suivante. Donc, il va bien falloir venir décomposer les périodes d'absence
pour pouvoir derrière vérifier les droits à report. Et si on a un salarié qui aura été absent sur 2 années complètes d'acquisition, finalement, il ne pourra bénéficier du report de 15 mois que sur la seconde période, puisque le premier délai de 15 mois, le premier délai de report, aura commencé à courir au terme de la première période d'acquisition. Peut-on envoyer le reçu pour solde de tout compte et le faire signer via YouSign? La réponse est oui. C'est une signature. Alors, la question ensuite qui pourrait se poser, c'est de savoir si c'est une signature simple, avancée ou qualifiée. Mais la signature via YouSign avec le mail personnel du salarié, son numéro de mobile comme moyen de vérification que c'est bien lui qui a signé, la réponse est oui. Et vous faites, dans YouSign, pour le coup, c'est l'outil qu'on utilise, donc on peut en parler, vous rajoutez la mention bon pour solde de tout compte ou bon pour acquis des sommes mentionnées. Vous le mentionnez, ce qui veut dire que le salarié, lorsqu'il va être invité à signer, il va non seulement devoir apposer sur YouSign la signature en cliquant, la mention en cliquant, plus sa signature. Donc oui, est-ce que c'est un bon moyen pour permettre de faire signer les soldes de tout compte? Je le pense. Donc peut-être que c'est la solution. Sauf que YouSign me règle le cas du reçu pour solde de tout compte, mais dans tous les cas, il y a également tous les autres documents à remettre. Et le refus de signer sur le tout compte ne vous permet pas de faire rétention des documents, ni de faire rétention des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte. Ensuite, parmi les questions. Ah oui, attends, si vous pouvez juste afficher plus. Pardon, afficher plus. Alors, la réponse est que, effectivement, pour Magali, nous n'avons pas d'obligation d'effectuer la régularisation depuis 2009, puisque encore faut-il que le salarié en fasse la demande, et encore faut-il que le salarié en fasse la demande dans le délai de 2 ans qui est applicable. On est sur un délai de prescription qui est plus court, donc autant s'en servir en ne régularisant pas spontanément les droits à congés payés des salariés. Voilà. Attendons d'avoir des demandes et traitons les cas individuellement. Sur la question de merci l'Europe, ben, effectivement. Voilà. Justement, oui, un petit mot là-dessus. Donc, comme vous l'avez vu, on a une influence de plus en plus importante du droit européen sur le droit interne. Alors, c'est un petit peu passé inaperçu, mais on a quand même, dans les arrêts de fin d'année 2023, une autre modification. Avant, on avait, lorsqu'une salariée terminait un congé maternité, puis prenait immédiatement un congé parental d'éducation. Si la salariée n'avait pas utilisé ses droits à congé payé, ils étaient perdus. Voilà. Et c'était validé par la Cour de cassation dans le cadre de dossiers individuels, sauf que les arrêts de septembre 2023 sont venus supprimer cette pratique. Donc, une salariée qui n'aurait pas usé de tous ses droits à congé payé à l'issue de son congé maternité, même si elle prend immédiatement après un congé parental d'éducation, bénéficiera de ses droits à congé payé à l'issue de son congé parental. Donc, attention à ne pas appliquer ce que nous faisions avant, puisque ce point-là a aussi été modifié. Et on a encore un autre sujet qui risque d'arriver sur la table dans les mois qui viennent. C'est on a une jurisprudence européenne qui vient nous dire que lorsque le salarié est en congé payé et qu'il tombe malade durant une période de congé payé, pour l'heure, en droit interne, on n'a pas de report des congés payés. Sauf que, on a une position européenne qui est extrêmement favorable aux salariés, qui dit que le salarié doit avoir droit effectivement à son droit à congé payé. Donc, si vous présentez un arrêt de travail durant la période de congé payé, vous devez traiter en priorité la période d'arrêt de travail et venir reporter les droits à congé payés qui n'ont pas été consommés. Donc, attention là-dessus, on pourrait voir fleurir ce type de contentieux, même si il est rare, puisque le salarié en congé payé se fait rarement prescrire un arrêt de travail, du moins il nous en rend pas destinataire. Mais attention, là encore, on a un décalage entre le droit interne et le droit européen. On peut s'attendre donc à une explosion des compteurs de congés payés. J'ai la suivante. Pour la période d'acquisition en cours se clôturant au 31 mai 2024, devons-nous régulariser les compteurs de congés payés pour toute la période d'acquisition ou appliquer la règle qu'a compté de la publication de la loi, soit le 23-04? J'applique systématiquement le 1er juin. Ah oui. Oui, période d'acquisition actuelle. Donc, au moins ça. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
priori, non, je n'en vois pas d'autres. Alors, qu'est-ce qui vous reste également? Au-delà de la question du contentieux, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais il reste à faire une chose, c'est lutter contre les arrêts de travail, lutter contre les arrêts de travail de complaisance, et ce sera sans transition aucune le prochain webinaire de la fin du mois de juin 2024. La date vous sera communiquée prochainement puisque vous êtes inscrit sur la newsletter. Le prochain, ce sera certificats médicaux, arrêt de travail, la chasse est ouverte. Alors, c'est un peu guerrier, sauf qu'en réalité, il y a de vrais enjeux aujourd'hui à lutter contre les arrêts de travail de complaisance, certificats médicaux, accidents du travail abusif. Et peut-être que l'une des solutions pour pouvoir essayer d'estomper les effets de cette réforme, ce sera d'avoir une attitude beaucoup plus proactive et beaucoup plus guerrière sur ce sujet. Inviter des médecins au webinaire. Alors, pour la petite anecdote, c'était vendredi dernier, le cabinet est intervenu dans un congrès de médecins à Montpellier et l'intitulé, c'était Certificats médicaux, la guerre est déclarée. Effectivement, j'ai joué le rôle du bad cop dans le cadre de ce congrès. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti une ignorance totale de la part des médecins des conséquences des certificats médicaux qu'ils produisent. Ils ignorent totalement la portée d'un accident du travail et les conséquences sur l'impossibilité de licencier autrement que pour faute grave quand on est face à un accident du travail, les conséquences sur l'inaptitude d'origine professionnelle, etc. On a fait de la pédagogie, il y avait entre 350 et 400 participants. Et ce qui est certain, c'est que pour le coup, il y avait une vraie méconnaissance. Et peut-être que, effectivement, une meilleure connaissance et un meilleur suivi de vos arrêts de travail dans votre entreprise, ce sera un moyen d'éviter les effets très nocifs de cette réforme. Et les médecins du travail, écoute, Marie-Sophie, puisque c'est Marie-Sophie qui pose la question, il va y avoir un vrai sujet de sensibilisation également, mais au final peut-être de contentieux vis-à-vis d'eux, puisque leurs avis se contestent assez bien, les résultats sont assez mitigés malheureusement. Oui, effectivement, les visios avec les médecins traitants permettent d'avoir des arrêts de travail sans aucune difficulté. Donc, votre réaction, ce sera de lutter contre ceci, recours au Conseil de l'ordre des médecins, recours à la CPM, contestation des durées des arrêts de travail. Ce sera le programme du webinaire du mois de juin. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Merci. Attendez. Qu'est-ce que c'est ça, l'auto-arrêt? Ah oui, c'est le projet 1. Ouais, Jérémy. Le projet de loi qui en ce moment, on ressort dans la presse, on pourrait avoir dans les mois qui arrivent un salarié qui pourrait s'autodéclarer un accident du travail pour de courtes durées. Voilà. Sans même de vérification par le praticien. Il faudra contester vivement, vivement. Malheureusement, vous allez devoir passer plus de temps à contester, mais je pense effectivement que ce sera un moyen d'estomper les effets de cette loi. Merci à Quid des congés d'ancienneté. Oui, donc c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. La réforme donc, qui est intervenue en avril 2024 ne vient pas pour le moment modifier la règle d'acquisition des congés d'ancienneté, sauf, on répète, à ce que des dispositions conventionnelles viennent inscrire dans le marbre que les congés d'ancienneté sont acquis de la même manière que les congés payés, auquel cas la réforme est applicable, à mon sens. Ok, merci à tous pour votre présence et rendez-vous au prochain webinaire. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.